La vie sur Terre est un miracle. Nous sommes parfaitement positionnés par rapport au Soleil, ni trop près pour ne pas brûler, ni trop éloignés pour ne pas geler. Bref, toutes les conditions sont réunies pour créer la vie parfaite sur Terre. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. Time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. Le développement durable a pour objectif que la croissance se fasse en harmonie avec la nature et les humains. Pour parler de durabilité, il suffit d'unir les trois cercles. On atteint donc la durabilité là où les objectifs économiques, la responsabilité sociale et la préservation de l'environnement se rejoignent. Le développement durable, c'est une imposture, c'est même une tautologie comme nom. Un développement qui durable, ça veut dire ça serait toujours se développer plus, toujours plus, alors que nous sommes sur une planète qui est finie, qui est limitée, et donc c'est une impossibilité, ça c'est clair. Et surtout, c'est que ce qu'on voit dans le développement durable, c'est de continuer à consommer peut-être un peu plus lentement, mais c'est tout simplement de retarder les échéances. Et de faire qu'au moment où on va se réveiller, où on va commencer à agir, il va être encore plus tard. Et pour moi, le développement durable, ça a été un peu une espèce de contre-feu politique qui a été allumé contre ces idées-là et porté plutôt par les élites politiques et économiques occidentales. Et donc en fait, ce développement durable, je pense qu'il a été très utile pour ces élites-là parce que c'était un discours très rassurant en fait, qui a dit, comme le disait Serge, on peut continuer, on va faire des efforts, on va essayer de s'arranger sur le plan écologique, mais on peut quand même à la fois donc préserver notre milieu de vie, mais on peut aussi continuer à croître. Donc les deux sont possibles ensemble. Ce que tout montre aujourd'hui que ce n'est pas possible, en fait, qu'on est incapable de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de dissocier croissance économique et respect des limites biophysiques de la planète. Donc, mais ce discours-là était très rassurant, avec des jolis petits dessins, les trois cercles,
qui se superposent en partie, les trois piliers du développement durable. En fait, ça a beaucoup fonctionné sur des beaux dessins, mais qui étaient très rassurants. Ça a été une récupération finalement du mouvement écologiste. Ça a empêché finalement le mouvement écologiste de poser les vraies questions et les gens sont tombés dans ce piège-là de dire « Ah oui, il y a des choses qu'on peut faire puis on peut continuer sans trop déranger les gens ». Et le développement durable aussi est récupéré par le système capitaliste parce qu'à ce moment-là, on va vous vendre des nouveaux gadgets. C'est évident que ça continue à aggraver le problème. Plus généralement, la notion même de développement durable, comme disait Serge tout à l'heure, donc on peut parler d'un oxymore, une contradiction dans les termes, mais qu'en fait on en a beaucoup aujourd'hui dans le discours politique, de notions comme ça, de notions qui sont contradictoires, même économie sociale ou finance éthique, ou croissance verte. Donc c'est des notions qui contiennent leurs propres contradictions. Et donc un auteur français dit finalement, aujourd'hui on balance ce genre de contradiction pour nous faire croire qu'on peut changer sans rien changer en fait d'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne remet en question aucune des bases institutionnelles de nos sociétés, mais on va essayer de se payer de ce discours-là pour se dire qu'on va pouvoir continuer encore et toujours sur le même. Donc en fait paradoxalement sur le plan écologique, le développement durable n'a absolument rien apporté quand on regarde les chiffres. On ne voit pas d'effet développement durable. Par contre sur le plan, je pense, psychique et politique, ça a été très utile. Psychique parce que ça a rassuré les gens qui ont écouté ça. Bon, c'est bon, on a la solution. Et puis et politique parce qu'effectivement ça a pris de la place dans le débat public et c'est venu un peu cannibaliser un mouvement qui était beaucoup plus critique dans les années 80-90. De nombreuses conférences sur le climat ont eu lieu dans les 30 dernières années, et à chacune de ces conférences, les scientifiques ont déclaré que le réchauffement climatique est réel et alarmant. Il y a eu, en 1997, la signature du protocole de Kyoto qui imposait aux pays industrialisés une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce protocole et les accords qui ont suivi ont tous échoué en raison du manque d'implication et de volonté politique des différents États dans la mise en pratique des solutions proposées. Je suis d'accord pour travailler avec nos alliés, mais je n'appliquerai pas un texte qui met en péril l'économie américaine. Mais ils s'entendent au niveau des conférences, mais quand ils retournent chacun chez eux, ils font rien. Ça fait qu'à ce moment-là, je me dis, c'est pas à ce niveau-là que les décisions doivent être prises. Les changements dont on a besoin, c'est des changements au niveau de nos comportements aussi. C'est des changements qui s'appliquent à la base. Tant qu'on va avoir des gens à la base qui sont tous contents d'avoir de consommer comme ils consomment, ben, ça ne change rien finalement. Considérant l'urgence de la question environnementale en ce qui concerne l'harmonie des écosystèmes et par conséquent la survie des espèces vivantes qui les habitent, il est important de se questionner sur les causes qui nous ont menés à la situation actuelle. Cela nous permettra donc d'amener les changements nécessaires à nos sociétés dans l'espoir d'un autre avenir que celui qui nous est annoncé pour demain. Dans les sources du problème que rencontre notre planète, il est indéniable que notre mode de production et de consommation actuel a un impact dommageable. On se rend compte en regardant notre monde et notre planète. La planète est une planète limitée, ronde, finie, et à ce moment-là, sur cette planète-là, on essaie de superposer un développement et une croissance constante. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, et c'est très clair qu'un système qui est fondé sur une croissance constante, ça ne peut pas fonctionner avec notre Terre. Ça a fonctionné pendant des années alors qu'on était loin des limites, mais là on commence à dépasser dans la consommation les limites de ce que la Terre peut fournir, les limites de ce qu'elle peut fournir au niveau des ressources et surtout les limites de ce qu'elle peut fournir au niveau du métabolisme des déchets qu'on produit. Ceci signifie que si nous ne changeons pas de direction dans un avenir rapproché, nous allons tous et toutes foncer vers le mur écologique. Nous devons alors individuellement et collectivement détourner la trajectoire actuelle que poursuivent nos sociétés, puisque celle-ci engendrerait de la souffrance, des pertes humaines considérables et la possibilité d'un non-retour en arrière.
le gros problème qu'on a actuellement, c'est que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons en fait. Qu'on sait qu'effectivement tout nous amène vers cette espèce de suicide collectif, mais en même temps tout montre dans notre comportement qu'on n'y croit pas vraiment, parce que si on y croyait vraiment, a priori, on s'arrêterait. Mais en même temps, j'imagine qu'on se trouve un tas de raisons d'espérer que des solutions vont se présenter. Alors c'est là où un discours comme celui du développement durable est très dangereux, parce que justement il vient s'engouffrer dans cet espoir. On arrive à un point de l'histoire de l'humanité dans son ensemble où le mode de vie occidental basé sur la croissance infinie arrive à ses contradictions et amène la destruction des écosystèmes. Et là, ça va nous imposer des choix où on ne sera plus capable de reproduire le mode de vie et on va être obligé en quelque sorte d'inventer d'autres façons de se nourrir, de consommer, de produire, de travailler, mais ça va nous obliger à être plus créatifs et à envisager des formes de vie qui sont plus intéressantes, qui sont plus ancrées dans notre environnement. Ainsi, en prenant conscience de la nécessité de changer le mode de développement actuel, plusieurs personnes se sont mises à la tâche de conceptualiser une voie alternative qui est basée non pas sur une recherche de profit infini, mais plutôt sur un modèle qui assurerait à la fois une vie écologiquement soutenable ainsi qu'une vie juste et digne pour les êtres humains. Une alternative fort intéressante serait la décroissance conviviale. Celle-ci consisterait à sortir de l'économie afin d'envisager d'autres valeurs que l'argent, le travail et la surconsommation par le biais d'une transition écologique qui signifierait le passage d'une économie fondée sur le dogme de la croissance infinie et les énergies fossiles à des économies diversifiées, locales, résilientes et faibles en carbone. La décroissance est nécessaire non seulement pour respecter l'équilibre de la biosphère, mais aussi pour accroître le bien-vivre en privilégiant les biens relationnels aux dépens de biens de consommation traditionnels, fortement destructeurs tant sur le plan écologique que sur le plan social. Pour arriver à décroître, il faut passer par 3 dimensions essentielles qui sont le travail réflectif sur l'élaboration d'un modèle de société post-croissance, l'expérimentation ainsi que l'engagement politique dans le débat public. Pour ce faire, cela nécessite la décolonisation de l'imaginaire des individus. Je dirais que l'imaginaire, c'est l'ensemble des représentations, des symboles, des images que la société entretient par rapport à elle-même. C'est la façon dont l'individu conçoit sa place dans le monde, comment la société se représente le but de la vie, c'est quoi la vie heureuse, la vie bonne et ainsi de suite. Je crois qu'à notre époque, notre imaginaire est structuré par l'idée de la liberté individuelle, qui est certes importante, la liberté de choix, mais souvent c'est une liberté de choix qui est un peu limitée. Donc une apparence de diversité, une pluralité d'options, mais disons l'option d'opter pour un mode de vie différent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui n'est pas accessible pour le commun des mortels. Donc je dirais que il faut qu'on sorte d'une forme d'imaginaire qui est centrée uniquement sur la liberté de choix, la liberté individuelle, puis qu'on soit capable d'orienter ça vers une forme de liberté qui serait collective, une liberté citoyenne, qui est la liberté d'influencer les décisions qui touchent nos vies. La liberté de se regrouper ensemble, d'orienter le mode de développement en fonction de nos besoins, de nos aspirations. Et ça, cette forme-là d'imaginaire qui est basée par une action citoyenne, par la capacité de se réapproprier nos milieux de vie, il y a plusieurs groupes à l'heure actuelle qui sont en train de développer cet imaginaire-là qui est tourné vers différentes expérimentations, vers des formes de démocratie où les gens discutent ensemble, échangent de façon plus horizontale, plus inclusive. Et il faut qu'on soit capable, en fait, de construire notre imaginaire pour être capable de dire, en quelque sorte, qu'il faut plus de liens sociaux et non seulement avoir une vision de la vie heureuse qui est centrée sur l'acquisition de biens de consommation uniquement. Donc, c'est par le partage, par des activités qu'on fait ensemble, par la fête, par des activités dans des parcs. Des gens peuvent se rencontrer, se réunir, partager de la nourriture, un peu d'alcool ici et là, mais et essayer ensemble d'imaginer un monde qui serait différent et essayer d'appliquer cette vision-là dans le monde réel. On ne vise pas une prise de pouvoir par le haut, donc on y va plutôt par le bas, et par ce qu'on pourrait appeler une stratégie de masse critique, où donc on vise pas de convaincre plus de la moitié de la population. On dit c'est pas nécessaire en fait. Il faut par contre atteindre un seuil où là il y a suffisamment de gens qui tentent de vivre autrement, qui font les choses autrement pour avoir une incidence sur la dynamique générale de la société. En fait, on n'a pas besoin d'être plus de 50% pour que ça change. Donc c'est ça la stratégie de masse critique, se dire on peut
par le bas, mais en se parlant aussi, pas simplement donc en changeant nos pratiques, mais en s'associant, en faisant pression sur des instances municipales par exemple, on peut faire changer des choses. Avec notre mode de développement actuel qui est répandu partout sur le globe, la décroissance semble une solution assez utopique. Il faut donc, en second lieu, que les citoyens et citoyennes effectuent un changement de paradigme qu'on pourrait décrire comme étant la façon dont nous percevons le monde et qui modifie par conséquent nos actions sur celui-ci. Il conviendrait, comme le souligne Serge Latouche, de décoloniser notre imaginaire, de nous déformater, de rompre, autant qu'il se peut, avec certains schémas mentaux et modes de pensée, d'abandonner certaines attitudes et habitudes. Comment faire? Il y a plusieurs choses. D'une part, par des débats dans l'espace public, de partager des idées, différentes expériences qui existent à l'heure actuelle aussi et qui sont pas assez visibles. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a des projets de démocratie, de relocalisation de l'économie, des alternatives au niveau des modes de consommation, de production qui sont plus durables. Et ces différentes initiatives-là ne sont pas reprises par les médias de masse ou par les grands journaux, les émissions de télévision, qui sont plus souvent orientés vers le divertissement, vers la publicité, la consommation et ainsi de suite. Il faut qu'on change notre imaginaire, il faut qu'on essaie de rendre visibles des alternatives, il faut qu'on soit capable d'expérimenter des nouvelles façons d'habiter, de produire différentes formes d'électricité, d'énergie, des nouvelles façons de s'alimenter, de faire de la cuisine ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut vraiment qu'on lie toutes ces petites initiatives parce que si elles restent isolées, on ne sera pas capable de changer le paradigme en place. Notre imagination, qui est née avec la science moderne, entre autres, conçoit l'univers comme un grand ensemble infini, un ensemble d'objets matériels qu'on serait capable de contrôler, manipuler, d'exploiter. Et il n'y a pas de conception des limites de la nature dans cet imaginaire-là. Et si l'humain continue de se concevoir comme étant le maître qui possède la nature, qui peut se l'approprier pour différentes raisons, on court à notre perte parce qu'on va même causer la perte des conditions d'existence de la vie humaine. Donc, je crois qu'il faut être capable d'avoir une vision de la vie humaine qui est ancrée vraiment dans un écosystème, dans un territoire. Une des manières de décoloniser notre imaginaire, c'est précisément d'arrêter de penser notre histoire récente comme une espèce de progrès, en fait. Dire, ben non, au contraire, on est dans une régression, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'aller en arrière par rapport à ce que serait, selon nous, une véritable vie d'être humain. Et une vie donc écologiquement soutenable, une vie juste, on est dans la régression, on n'arrête pas de régresser en fait. Si vous acceptez cette idée d'un retour en arrière, c'est que vous acceptez aussi l'idée qu'on a été de l'avant en fait. Moi je pense pas, je pense qu'on n'a pas du tout été de l'avant, on n'a pas arrêté de régresser par rapport à ce que c'est qu'une vie humaine digne. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens, les travailleurs, travailleuses, les gens qui consomment, qui sont ancrés dans la société de consommation? Comment est-ce qu'on convainc des personnes dont le mode de vie est structuré, leur imaginaire, leur pratique, leur vie quotidienne? Je crois qu'il ne faut pas essayer de culpabiliser les gens en les faisant sentir mal, mais plutôt essayer de remettre en question certaines choses qu'ils font dans leur vie quotidienne et d'essayer de montrer différentes options. Comment est-ce qu'ils pourraient faire leurs choses autrement? On peut orienter les différentes pratiques des gens qui sont dans la société de consommation pour aller vers autre chose. Ainsi, il nous faut remplacer le paradigme du capitalisme, du productivisme et du consumérisme par un nouveau paradigme qui est animé par la finalité d'un bien commun dans lequel pourrait régner un mode de vie harmonieux afin d'être en mesure de préserver notre habitat terrestre de façon durable. Pour le restant de notre existence, nous avons la chance d'avoir le choix. Le choix de continuer à vivre une vie de surconsommation dans laquelle nos besoins sont créés par la nécessité de croissance de la société capitaliste. Nous avons également le choix de refuser de faire partie de ce problème et d'agir individuellement et collectivement pour permettre un meilleur demain pour ceux et celles qui vivront après nous. Comme l'exprime le Dalai Lama dans son discours du prix Nobel de la paix en 1989, le fait d'avoir à cohabiter sur cette petite planète qu'est la Terre nous impose d'apprendre à y vivre en paix tous ensemble, en harmonie avec la nature, et il ne s'agit pas d'un rêve mais d'une nécessité. Alors, demain pourrait ressembler à ceci, ou demain pourrait ressembler à cela.